Et non clairement, ce qu'on appelle les dispositions finales de chaque loi ou transitoire, que la législation actuelle en vigueur, c'est-à-dire au moment où on prend la Constitution de 2016, la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Or, il est constant en matière d'élection du président de la République, la Constitution de 2000, qui était en vigueur au moment de l'avènement de l'actuelle Constitution 2016, disposait en son article 35 alinéa 1er que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, qu'il n'est rééligible qu'une seule fois. L'on relève donc une identité parfaite entre l'article 35 de la Constitution de 2000 et l'article 35 du texte 2016. Tant au niveau des modalités du scrutin universel direct que la durée de mandat prévue. Il n'y a donc pas de conflit entre les deux constitutions en cette matière. Or, au moment où la nouvelle constitution était adoptée, M. Ouattara était déjà en cours d'un deuxième mandat. Ce deuxième mandat était le dernier au terme de l'article 35 de la Constitution de 2000, dont les effets sont prolongés par l'article 55 de la Constitution de 2016, en ce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux dispositions constitutionnelles. Dès lors, M. Ouattara ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une disposition de la Constitution de 2016 qui lui serait favorable par rapport à celle de 2000 pour briguer un autre mandat au-delà du second mandat qui a pu faire en 2020. J'ai fait ça de façon terre à terre et tout ce qui me comprennent. Lorsqu'on élabore une loi, on tient compte de l'existence. Et on dit, toujours vers la fin, nous allons prendre des dispositions pour régler un certain nombre de situations. Et généralement, ce sont ce qu'on appelle les décisions finales ou transitoires. Et ici, la loi a dit, la Constitution, en son l'article 183, que la nouvelle Constitution, les anciennes dispositions dont l'État est court, qui régit des situations en cours, restent valables tant que ces dispositions ne sont pas en conflit avec les nouvelles dispositions. Or, nous avons lu les deux articles, qui n'est même pas à interpréter, puisqu'ils sont écrits de la même façon, avec les mêmes virgules. Donc, le scrutin par lequel les modalités du scrutin, la forme du scrutin par lequel a été élu M. Ouattara n'a pas changé. Le mandat n'a pas changé. Donc, il n'y a aucun conflit entre les deux. Donc, on ne peut revendiquer, à la limite, si la nouvelle loi donnait un bénéfice plus grand à M. Ouattara que l'ancienne loi, on aurait compris qu'il puisse en revendiquer le bénéfice. Mais les deux textes sont identiques. Donc, il n'y a aucune raison qu'on nous parle d'une multitude de mandats. Il en va de même de l'argument totalement inopérant d'un quatrième mandat, justifié par un troisième que lui aurait concédé le Conseil constitutionnel. En effet, le cumul de deux légalités ne confère nullement la légalité. Ce n'est pas parce que tu es dans l'illégalité que tu cumules l'illégalité, que les deux inégalités donnent quelque chose de la légalité. Dans quel sens? Un moins plus un moins, ça fait deux moins, ça fait moins. Ça, on nous a appris ça, au moins en mathématiques. On ne peut pas
Sinon, autrement, il n'y aurait pas la récidive. Or, chaque tentative, la deuxième tentative de contourner une loi se nomme la récidive. Il n'y a aucune loi à être récidiviste. Or, la récidive ne confère nullement la légalité. Au contraire, elle renforce la faute. Donc, pour le PPACI, la candidature du président Ouattara est absolument illégale. Juste pour rappeler qu'en 2010, M. Ouattara avait été candidat à titre exceptionnel pour une seule candidature. Le président Laurent Gbagbo avait pris une mesure constitutionnelle exceptionnelle, l'article 48, pour contourner l'insurmontable obstacle constitutionnel qui empêchait M. Ouattara d'être éligible. C'était le gain de la rébellion. Donc, le chef de l'État actuel a été autorisé de façon exceptionnelle à être candidat en 2010. Et cette question, d'ailleurs, va être le point d'achoppement entre lui et le président du Conseil constitutionnel d'alors, le professeur Vaudier, qui l'exprime de façon claire dans son livre Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel 2010-2015. Et quand vous prenez ce livre, allez-y à la page 123 et 124, vous allez voir que le point d'achoppement, parce que Vaudier, pour ceux qui le connaissent, on peut tout lui reprocher, c'est vrai, mais il reste pour nous, au moins, on est obligé de le reconnaître et mettre une lumière pour nous. Et il a clairement dit, je ne peux pas, président, si vous ne changez pas la Constitution, je ne peux pas vous autoriser à concourir. C'est lui qui le dit dans son livre. Donc, le président du Conseil constitutionnel, déjà en 2015, entrevoyait l'incapacité de M. Ouattara à briguer une autre candidature en 2020. En 2015, oui, 2015. En 2015, sans une révision de la Constitution. Mais en 2015, quand M. Vaudier a été contraint à la démission, le nouveau président du Conseil constitutionnel s'appelait Koné Mamadou, qui est arrivé, il faut le dire les choses. Ça aussi, parfois, ça nous échappe. Il est arrivé dans les arcanes du pouvoir par le bénéfice de la rébellion. Donc, paradoxalement, c'est à quelqu'un qui a combattu l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire, à qui on a donné le pouvoir de veiller à la Constitution. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Alors il avait jugé, lui, que la candidature du président Ouattara en 2015 était une candidature dérivée. C'est-à-dire tout simplement, je ne regarde pas la Constitution, comme vous êtes président, par dérivation, vous pouvez être candidat. Voilà. Voilà. Bien que cette candidature viole et la Constitution et une décision de la Cour suprême qui avait été prononcée en son temps lorsque la Cour suprême était présidée par le magistrat Tiakouni. En 2020, le candidat du RHDP a fait un passage en force au prix de plusieurs pertes en vie humaine, dont certaines étaient franchement horribles et indignes de notre pays. Fort de ce succès, il entend utiliser le même mode opératoire pour un 4e mandat.
le PPACI s'oppose et s'opposera par tous les moyens légaux et pacifiques à ce 4e mandat. Pour ce faire, il attire l'attention du Conseil constitutionnel sur sa responsabilité devant l'histoire. Car tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui l'ont animé. Tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui l'ont animé. Il est donc de sa responsabilité, donc je parle du Conseil constitutionnel, d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre page sombre de son histoire à cause d'une élection. Surtout qu'en l'occurrence, dans la circonstance, le RHJP et son président demandent une capitulation pure et simple de ses principaux adversaires, dont le président Laurent Gbagbo. Le PPACI s'y oppose et l'a signifié au Conseil constitutionnel avec des arguments de droit. Ce sera le deuxième point de la candidature légale du président Laurent Gbagbo. Le PPACI a dûment investi le président Laurent Gbagbo pour être son candidat à l'élection présidentielle en 2025. Cette investiture a eu lieu pendant la convention du parti convoquée le 10 mai 2024. En application de cette résolution de la convention, la candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée à la CEI le lundi 25 août 2025, soit un jour avant l'expiration du délai de dépôt de candidature annoncé par la CEI. Depuis lors, l'on entend ici et là divers commentaires sur la légalité de cette candidature. Certains esprits malsains la qualifient même de défiance vis-à-vis des institutions de l'État. En réponse, le PPACI tient à faire les précisions suivantes, aussi bien en ce qui concerne la légalité de la candidature du président Laurent Gbagbo que de sa portée politique. En ce qui concerne la légalité de la candidature du PPACI, du candidat du PPACI, les arguments de droit solides qui soutiennent celle-ci tiennent pour l'essentiel des dispositions de la Constitution et des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles, il convient de se référer encore à l'article 55 de la Constitution. Cet article énumère en son alinéa 3 les conditions requises pour être candidat. Il est ainsi inscrit ou écrit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 55, alinéa 3. Nous allons prendre ces conditions pour voir est-ce que le président Laurent Gbagbo ne les remplit pas. Nous rappelons que la Constitution est la norme suprême dans une république. C'est la fondation de la République, de l'État. Donc, aucune disposition infraconstitutionnelle ne peut venir contredire ou prendre à défaut les dispositions d'une constitution. Cette précision est détail. Le président Laurent Gbagbo est né en 1945. Tous ceux qui savent faire les calculs savent qu'il dépasse 35 ans. Donc, il remplit la condition liée à l'âge. Même si vous faites la soustraction, vous n'aurez pas 35 ans. Le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. J'insiste, je répète, je l'ai déjà dit ici, le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. Aucun acte ou décision judiciaire portant déchéance de ses droits civiques et politiques ne lui a été signifié. On ne lui a jamais signifié un tel acte. La décision qui circule dans les réseaux sociaux
mais qui n'a jamais été adressé, signifié à l'intéressé lui-même, se rapportant à cette soi-disant condamnation, émanant d'une juridiction totalement incompétente pour juger le président de la République, quel que soit le statut qu'on lui donnait à ce moment-là, qu'il l'eût considéré comme étant, que cette cour l'eût considéré comme étant ancien président de la République au moment des faits ou ancien président, elle n'a respecté aucune des dispositions qui encadrent les poursuites du président Laurent Gbagbo. Et cette décision que j'appelle rumeur, parce que vous prenez une décision, vous ne la portez pas à la connaissance de quelqu'un, on va supposer que si cette décision rumeur, la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on a une décision judiciaire qui relève des rumeurs et qui porte atteinte aux droits de quelqu'un, ne comporte aucune mention relative à une quelconque déchéance de ses droits civiques et politiques. Je rappelle que lorsque le juge prononce une condamnation, il n'est pas obligé de prononcer, même quand la loi le prévoit, de prononcer les déchéances. On appelle les peines complémentaires. Et comme ce sont des peines exceptionnelles, en droit, toute exception s'exprime de façon claire. Donc, sur cette fameuse condamnation qui relève des réseaux sociaux, nulle part le juge n'a prononcé la déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Nulle part. Dès lors, il remplit la deuxième condition fixée par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Au demeurant, des actes que le président Laurent Gbagbo pose tous les jours démontrent que le gouvernement est conscient qu'il n'a jamais été déchu. Et nous prenons par exemple l'article 8 de la loi 93-668 du 9 août 1993 relative au Parlement et aux partis et aux groupements politiques. Cet article dit ceci: les membres fondateurs et les dirigeants des partis et groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques. Le président Laurent Gbagbo est notre président au PPACI. Il agit ex qualité et est notoirement connu comme tel. Donc, on ne peut pas jouir des droits civiques et politiques pour une situation et en être privé pour une autre. Le président Laurent Gbagbo est le président du PPACI. Quant aux engagements internationaux, il se rapporte à la dernière note du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a été signifiée aux autorités ivoiriennes. L'on se rappelle que le 21 juillet 2025, le président Laurent Gbagbo a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour contester les actes attentatoires à ses droits politiques que le gouvernement pose à son encontre, en se basant notamment sur une prétendue condamnation liée à l'affaire de la BCEAO. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, sur l'histoire de la BCEAO, et ce sera la dernière fois. Peut-être il y a une tribune, on en a parlé, mais c'est passé, les gens n'ont pas fait attention. Je rappelle que non seulement la BCEAO, tout le monde sait, ne s'est jamais porté plainte, elle ne s'est pas considérée partie civile, mais mieux, l'année fiscale cette année, la loi de finances de la gestion de cette année, écrit de façon claire et nette que les dépenses engagées pendant cette période-là,
de décembre 2010 à mars 2011 sont des dépenses de salaire régulièrement passées et demandent au Trésor de les comptabiliser comme telles. C'est le commentaire que je voulais faire. Donc le gouvernement ivoirien reconnaît, affirme solennellement, par un texte de loi, qu'il s'agit de dépenses régulières de l'État, dont le président Laurent Gbagbo n'a jamais volé. Et quand je le dis, je le pense aussi pour moi, je suis heureux, je n'ai jamais volé. En réponse donc à la requête du président Laurent Gbagbo, le 20 août dernier, le comité a demandé à l'État de garantir l'exercice, à l'État ivoirien, effectif de ses droits, des droits du président Laurent Gbagbo, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. S'il est constant que les mesures provisoires demandées par le requérant ont été rejetées par le comité, il n'en dépend pas moins que le comité a expressément demandé à l'État ivoirien de veiller au respect des droits politiques et civils du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, l'État a une obligation de résultat tout en conservant le libre arbitrage des moyens à mettre en œuvre pour arriver à ce résultat qui consiste au respect des droits politiques du président Laurent Gbagbo. Et l'un de ces droits, c'est de participer à l'élection de 2025. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de choses. Lorsque nous avons saisi le conseil, le comité, nous avons demandé quelque chose de façon précise. On a demandé que le président Laurent Gbagbo, ses droits sont violés de façon constante. Et qu'en ce qui concerne l'élection présidentielle, nous avons demandé un certain nombre de mesures dont son nom, on a écrit son nom sur la liste électorale. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce qu'on appelle les mesures provisoires que nous avons demandé. La Cour dit, moi je ne mets même pas dans le comité dit non, moi je n'ai pas un problème avec ça. Je ne vais pas obliger l'État à choisir par quelle voie il va corriger cette injustice. Moi, mon problème, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, quelles qu'en soient les modalités, mais le résultat final doit être le même, préserver les intérêts, les droits politiques du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, la Cour est allée plus loin que nous. C'est vrai qu'elle n'a pas fait d'injonction sur les éléments précis que nous avons demandés. Mais nous, quels qu'en soient ces éléments, l'objectif, c'était d'arriver à ce résultat-là. Donc, j'entends dire, on a rejeté les mesures, les demandes de mesures provisoires qu'on a demandées. Oui, mais ça ne change rien sur le fond de la décision du comité des droits de l'homme. Il dit, OK, vous m'avez demandé un certain nombre de choses, je ne le fais pas, mais vous, l'État, je vous laisse le libre arbitrage. Faites ce que vous voulez. Mais, conformément à votre engagement, l'article 25, il faut que vous arriviez à respecter les droits du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle est abyssale. Donc, il y a une recommandation qui pèse sur l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il en est conscient. C'est pourquoi leur avocat était sorti de façon hurriette là pour dire des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Parce que ça, c'est la réalité. En tout état de cause, l'État ivoirien ne peut se soustraire de cette demande du Comité des droits de l'homme sans se mettre au banc de la communauté internationale ni violer la Constitution ivoirienne. Et à ces propos, il faut interroger l'article 123 de la Constitution ivoirienne qui consacre la primauté des accords et traités internationaux sur les lois internes. C'est d'ailleurs l'argument avancé par le Conseil constitutionnel en 2011
pour donner une onction constitutionnelle au pouvoir de M. Ouattara. Vous vous rappelez bien que lorsque le Conseil constitutionnel s'est réuni pour se dédire en violation de la Constitution, l'argument qu'ils ont avancé pour se couvrir dit, comme l'Union africaine avait dit ça, donc, et que ces recommandations sont supraconstitutionnelles, donc elles sont au-dessus des lois ivoiriennes, au-dessus des lois ivoiriennes, nous nous donnons donc le droit de violer l'article 97 qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et c'est sur la base d'une recommandation de l'Union africaine que M. Ouattara a eu sa première onction constitutionnelle en violation de la Constitution. Donc la jurisprudence, elle est là. Le Conseil constitutionnel ne peut pas échapper à sa propre jurisprudence. Et donc, que ce soit du point de vue du droit interne que du droit international, la candidature du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune source d'illégalité. Nulle part on a écrit que pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution a donné les éléments. Tout au plus, une loi peut venir expliquer, mais elle ne peut pas venir ajouter une charge sur la tête des candidats que la Constitution n'a pas prévue. Et toutes ces dispositions, notamment la note du Comité des droits de l'homme de l'ONU, donnent une envergure encore plus importante à la portée politique de la candidature du président Laurent Gbagbo. Quelle est cette portée politique? L'une des citations les plus connues de celui qui apparaît comme l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme, des droits civiques, Martin Luther King, est la suivante. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Ce sur quoi ajoute l'archevêque anglican sud-africain, ajoute que si vous êtes neutre face à l'injustice, vous avez choisi le camp de l'injustice. Donc, devant une situation injuste, il n'y a pas une position de neutralité. Il n'y a pas d'alternative devant une situation injuste. On la combat, on la combat, on la combat jusqu'à la fin. Et tout système politique vicieux repose toujours sur des lois vicieuses. Soit on les subit, ces lois, ou on les combat. Il a fallu que Rosa Parks, une dame méconnue en ce moment, que personne ne connaissait, décida de ne pas se lever pour céder sa place à un homme blanc dans un bus, pourtant régi par la loi sur la ségrégation raciale, parce que les gens pensent que c'était des lois votées par le Parlement américain, qui opérait une distinction selon la race, une distinction des droits selon la race. Et cette dame noire a refusé de se lever. Et son refus a donné un écho plus important à la lutte des droits des Noirs aux États-Unis. L'apartheid aux États-Unis, en Afrique du Sud, elle était fondée sur des lois.
qui opérait effectivement une hiérarchie dans la citoyenneté américaine, sud-africaine. L'apartheid, ça veut dire le mot, c'est le mot bou, qui veut dire tout simplement séparation. Ce sont les résistants. Ce sont les résistants noirs américains et d'autres, parce que ce n'est pas tous des noirs sud-africains, et d'autres, y compris des blancs, des indiens et autres, qui ont combattu ces lois-là pour que nous en arrivions à ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui. Tout près de nous, on n'en parle pas souvent. La colonisation était aussi fondée sur des lois. Nous avons d'ailleurs l'une des lois continues ici, d'ailleurs, d'immatriculation, l'accaparement des terres. Elle était fondée sur des lois. Il a fallu que les Houphouët-Boigny et autres disent non pour qu'on parle d'indépendance. Chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. On en a deux, non? Non, ce n'est pas suffisant. Hein? Voilà. Je répète, chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. Or, le président Laurent Gbagbo est reconnu pour être un combattant inlassable, depuis sa tendre jeunesse, des situations injustes. Son courage et sa détermination ont réouvert l'accès au droit du vote multipartiste en Côte d'Ivoire. Lui qui a tout donné pour ce droit fondamental dans une république ne peut accepter d'en être arbitrairement privé. Sa candidature s'inscrit dans la logique de son combat politique, respectueux des valeurs républicaines. Il a essayé toutes les voies du dialogue. Malheureusement, ces styles ont été hermétiquement fermés par le régime, parfois avec un mépris consommé, comme l'ignorance totale accordée à ces deux demandes d'audience. En fait, le régime attend de nous, du président Laurent Gbagbo et de nous, une simple capitulation. Avec en prime de capitulation, que le président Laurent Gbagbo reconnaisse son état de braqueur de banque. C'est-à-dire, on se tait, ils sont forts, nous on se tait, et puis bon, ils font tout ce qu'ils veulent, et dit bon, voilà, comme ça, c'est qu'ils appellent la paix. Donc, tout le monde en paix. Et donc, nous, on est voleurs, on n'a qu'à accepter d'être voleurs. Le PPACI refuse la capitulation devant l'arbitraire. Le PPACI s'oppose à cette haute humiliation de son président. S'il est vrai que le président Laurent Gbagbo occupe le poste avant-gardiste, la position avant-gardiste dans ce combat, il n'en demeure pas moins vrai que ce combat est l'affaire de toutes et de tous. Le président Laurent Gbagbo a clairement parlé à Port-Boué le 7 juin 2025. Il a surtout parlé le 16 août dernier à Yopougon. Il ne fait l'homme d'aucun doute. Le RHDP, comptant sur les forces de la République qu'il croit avoir privatisées, veut opérer un passage en force pour s'imposer, confirmant ainsi qu'il détient sa légitimité que des armes. Nous devons nous y opposer, sans armes,
ni violente, mais avec la détermination qui fait reculer même les montagnes. En utilisant tous les leviers démocratiques qui s'offrent à nous, selon notre Constitution. C'est une responsabilité collective qui dépasse la seule personne du président Laurent Gbagbo et celle des seuls militants du PPACI. Le régime ne peut ignorer le message envoyé par la marche du 9 août dernier, tout comme celui du meeting du 16 août 2025. Il ne peut continuer de piétiner la Constitution ivoirienne. Il ne peut non plus ignorer l'appel de la communauté internationale exprimé par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Seule notre mobilisation, pacifique mais déterminée, doit pouvoir arrêter cette chevauchée solitaire du RHDP qui est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le RHDP ne nous laisse aucun autre choix que d'aller au combat politique, à l'affrontement politique. Sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement dans l'intérêt primordial de la nation. Nous avons tout fait pour éviter la confrontation, pour éviter le combat. Mais puisque cette confrontation s'impose à nous, alors menons-la alors au nom de la justice, de la République et de la démocratie. La direction du PPACI vous donnera dans les plus brefs délais les mots d'ordre précis à cet effet. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la préserve de toute forme d'adoration de l'injustice. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. Oui, il y a des questions. Merci une fois de plus au ministre Koné Katina. Merci aux conférenciers pour cette déclaration claire et engageante. Nous allons maintenant entamer la session des questions-réponses. Je rappelle à toutes fins utiles que cette conférence est ouverte à la presse. Pour des raisons de temps, nous limiterons chaque intervention à une seule question. Veuillez également vous présenter, prendre votre média et être assez concis. Je demande au protocole de passer le micro pour les questions. On commence par une série de 5 questions. Allez-y, commencez par là, comme ça au fur et à mesure. Le ministre revient au micro. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis David Bédia, journaliste promoteur de la Web TV Canal Ivoire. Bon, j'avais 2 questions, mais comme le confrère a dit une question, je vais aller sur la, voilà, posez vos questions. Allez-y, une question. On accuse le PPACI ces derniers temps
de ne plus beaucoup aborder la question de la Cour africaine des droits de l'homme, après avoir été, bien sûr, débouté par cette Cour qui dit que aucun droit de Laurent Gbagbo n'est violé en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel commentaire pouvez-vous faire sur la déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme qui est sortie dernièrement, 4 ans après, bien sûr, la première décision? Merci. Je pense que c'est la seule question. J'avais une autre question, mais ce n'est pas grave. Non, Valérie, tu peux poser une question, Valérie. Voilà. La deuxième question, c'est concernant l'illégalité, l'illégitimité de la candidature d'Alassane Ouattara dont vous avez parlé. Vous avez, à vous entendre, c'est que même le mandat dans lequel nous sommes actuellement est un mandat illégal. Et pourtant, pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le PPACI, sinon à l'époque le FPI, avait négocié, sinon avait travaillé avec le gouvernement sur le retour de Laurent Gbagbo. Lorsque lui-même il revient, il va rencontrer Alassane Ouattara. Certains disent qu'il a fait un garde à vous devant lui. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller vers les élections avec la CEI mise en place par le président de ce mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité un peu dans la démarche du PPACI? Merci. Allô, je suis Francis Kofi de Live TV. Live TV, hein? Oui, Live TV. Ok, ma question est la suivante. Le candidat Laurent Gbagbo a déposé sa candidature à la CEI et le Conseil constitutionnel a pris. Et ils sont en train d'analyser. Tout le monde, tout Ivoirien est conscient qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, sa candidature ne sera pas validée. Et si jamais elle n'est pas validée, qu'est-ce que le PPACI compte faire? Vraiment, merci. On y va, s'il vous plaît. On y va. Non, on continue sur la série de questions, s'il vous plaît. Laissez les journalistes parler. Laissez-les. Oui, Julia Guggenheim. Ils font leur travail. Laissez les journalistes parler. Oui. On écoute, s'il vous plaît. Oui, je suis Julia Guggenheim pour France 24. Je voulais savoir comment est-ce que vous analysez, déjà, qu'est-ce que vous savez de l'arrestation de Ziggy Ibrahim et comment est-ce que vous analysez cet événement, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Yannick Bayard pour la voix originale. Dans vos propos liminaires, vous avez déclaré avoir écrit le dimanche 31 août dernier au Conseil constitutionnel pour 2 raisons majeures. Primo, l'illégalité flagrante de la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Secondo, la légalité incontestable de la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais, monsieur le ministre, au-delà de ces 2 points que vous soulevez, il existe 2 faits sur lesquels il serait peut-être urgent que vous vous prononciez sans détour. Premier fait, lors de la publication de la liste provisoire des candidatures par le Conseil constitutionnel, une anomalie a sauté aux yeux. Ça concerne la date de naissance du président Laurent Gbagbo. C'est écrit 1er janvier 1945. Or, il est de notoriété publique, et l'histoire l'atteste, que le leader du PPACI est né le 31 mai 1945. En tapant sur Google, le moteur de recherche, c'est écrit aussi 31 mai 1945. Ce fait a alimenté une campagne insidieuse parce que des individus sur des plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux ont osé affirmer que les documents déposés par le président Laurent Gbagbo, il était mentionné né vers 1945, ce qui justifiait la mention 010145. Quel est votre commentaire face à cela? Deuxième fait, très rapidement, il s'agissait de la candidate du MGC, Madame Simone Eivé. Une autre mention interpelle. Sur la liste provisoire du Conseil constitutionnel, il est écrit noir sur blanc. Et je cite, Madame Eivé Simone, épouse Gbagbo. Il est encore de notoriété publique
que le président Laurent Gbagbo a divorcé de cette dernière le 29 juillet 2023 et s'est remarié le 8 août 2024. Monsieur le ministre, sans détour, votre commentaire. Merci. Ok. Bonjour, monsieur le ministre. Mon petit, ça va? Oui, je me nomme Soro Diabiga, je suis journaliste à Afrique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on écoute. Monsieur le ministre, vous avez dit dans votre propos liminaire que le PPAC se donnera tous les moyens légaux pour aller à la confrontation politique. Légaux, tous les moyens légaux, c'est ce que j'ai dit. Et c'est clair, on comprend donc que vous entendez être encadré par la loi, vous ne voulez pas être en confrontation avec la loi dans ce combat-là. Mais dans la chute de votre propos, vous avez dit aussi que dans peu de temps, on vous donnera des mots d'ordre précis. Et vous ne craignez pas d'être inquiété, et vous ne craignez pas que ces propos prêtent à confusion quand vous dites qu'on vous donnera un mot d'ordre bien précis. C'est ma question qui est là. Merci. Non, laissez la femme parler pour une fois. D'accord. Yasmine Diédio de Alerte Info. Tout à l'heure, Alerte Info. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activiste qui a été arrêté. Dans vos propos, depuis le début, vous ne faites que dire que vous voulez la paix, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Mais quelqu'un qui attise quelque part à la violence, et vous sous-entendez que ces propos ne sont pas à caractériser dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas quelque part une manière d'encourager cette violence-là? Ma deuxième question. Reprenez votre question, madame, je n'ai pas bien perdu. Ok, d'accord. Oui, oui. Vous parlez de paix. Oui. Alors qu'on se retrouve avec un activiste qui incite les gens à la violence. Quel activiste, lequel? Lui qui a été arrêté hier. Ah bon? Oui. Ok. Vous avez la vidéo, je présume? Oui, on a vu ça sur Facebook et tout. Ok, d'accord. Donc, quelque part, est-ce que vous n'attisez pas, en fait, en parlant du fait que ce gars a été arrêté, en fait? Est-ce que ce n'est pas soutenir ce qu'il fait? Ma deuxième question. Le PPACI ne fait que parler de revendication, revendication. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il propose concrètement à la Côte d'Ivoire. Merci. Laissez la femme, c'est sa question. C'est sa question. S'il vous plaît, c'est l'expression de la liberté de presse et de la démocratie, s'il vous plaît. Allô, oui. Moi c'est Dan Opeli. Je suis là pour le canal déchaîné. Ma question... On s'écoute, s'il vous plaît. Dan, attendez un peu. On s'écoute, s'il vous plaît. Merci. Dan, tu peux y aller. Ok, ma question est relative à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du régime ivoirien. Vous avez rappelé l'apartheid qui était basé sur un système unique. Mais ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez aussi rappelé la ségrégation raciale. Ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez dit que le système ivoirien repose aussi sur un système aberrant. Mais on n'entend pas la communauté internationale, on n'entend pas la voix de la communauté internationale vis-à-vis de ce système, avec tout ce que nous constatons en Côte d'Ivoire comme dérive. Quel commentaire faites-vous de cette attitude? Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, pour le premier intervenant, il dit qu'on nous accuse de ne plus parler de la Cour africaine des droits de l'homme parce que depuis qu'elle nous a rendu une décision qui ne nous est plus favorable. Mais nous, il y a longtemps, on n'en parlait plus, puisque le gouvernement lui-même n'en parlait même plus. Pendant 4 ans, pendant 4 ans, je dis même 5 ans, de 2020 à 2025, il y avait une décision, cette Cour-là avait mis des injonctions claires qui n'ont pas été respectées par le gouvernement, qui a même dit, bon, d'ailleurs, même moi, je m'en vais. Vous me fatiguez, moi, je m'en vais. Comme un enfant gâté, je joue avec toi, je ne suis pas content, je m'en vais. Mais vous voulez que nous, on s'intéresse à ça? Nous, il y a longtemps, on ne parlait plus de ça.
Donc, pourquoi voulez-vous qu'on s'intéresse d'une affaire, le gouvernement lui-même, qui pendant 5 ans a produit des effets de droit qui n'ont jamais été respectés. Et la Cour elle-même, elle ne s'est jamais inquiétée pour ça. Donc la Cour, pour nous, elle s'est discréditée pour de bon. Pourquoi on va parler d'une affaire qui s'est discréditée? Donc, par ailleurs, dans les normes internationales, l'ONU est au-dessus de l'Union africaine. Ben, comme on n'a pas eu droit, on a saisi une Cour qui a pris des décisions qui n'ont jamais été respectées, parce qu'on s'est dit, bon, le gouvernement ivoirien méprise l'Union africaine. On s'est dit, au moins, il aura du respect pour l'ONU. Donc, nous avons saisi, c'est notre droit. Lorsqu'on n'est pas content dans une juridiction, on s'en va vers une autre. Donc, ça ne pose aucun problème. On a fait qu'exercer notre droit. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses que très souvent, nous, les intellectuels, nous confondons les confusions parce que nous ne faisons pas beaucoup de recherches. Guy Robert, il a fait un coup d'État ici. Il n'était pas président de la République. Il n'était pas élu. En tout cas, on lui a prêté un coup d'État. Mais on a négocié avec lui. C'est lui qui a fait écrire la Constitution de 2000. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas président de la République que la Constitution de 2000 n'était pas juste. Il faut faire la part des choses. Quel que soit le statut, que ce soit un pouvoir de fait ou un pouvoir de droit, quand nous faisons la politique, à partir où celui qui détient le pouvoir effectif, c'est avec lui qu'on négocie. Ça ne veut absolument rien dire en termes de légitimation ou autre. Sinon, on n'aurait jamais la Constitution de 2000. Pourtant, cette Constitution, c'est elle qui a permis à Ouattara d'être là où il était. Donc, le fait de négocier avec Ouattara pour le retour du président Laurent Gbagbo, oui, parce que c'est lui qui détenait à cette période-là le pouvoir effectif. Ça ne veut absolument rien dire en termes donc d'une reconnaissance constitutionnelle ou alors d'une fonction constitutionnelle qu'on lui aurait donnée du fait que nous avons tiré tous aussi les leçons, les conséquences de cette situation et nous en vivons avec. Alors, quelqu'un dit ici, chez notre ami de Live TV, que tous les Ivoiriens croient que la candidature du président Laurent Gbagbo ne s'est pas validée. Bon, moi, je ne suis pas Ivoirien. Parce que moi, je pense que le Conseil constitutionnel n'a aucune autre possibilité que de valider la candidature du président Laurent Gbagbo. Il n'a aucune autre possibilité. On vient de vous donner tous les éléments du droit. Alors, si vous le dites, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec nous, qu'on n'est plus dans un état de droit. Parce que tous les éléments de droit, on vient de vous les donner. Donc, nous ne sommes pas dans ça. On ne préjuge pas de la mauvaise foi des gens. Au PPACI, nous préjugeons toujours la bonne foi. C'est pourquoi nous agissons conformément à la loi, en espérant que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi vont l'appliquer de bonne foi. Et quand tu nous demandes que tu n'es pas de bonne foi, nous tirons les leçons, nous aussi, de ce que nous avons en face de nous quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. S'il n'est pas validé, qu'est-ce que nous ferons? Je crois que la conclusion est assez claire là-dessus. Chers amis, nous avons été clairs. Nous avons été clairs. Personne dans ce pays ne peut nous faire le procès de la violence ici en Côte d'Ivoire au PPACI. Nous sommes les victimes de la violence depuis notre bataille. Ils sont assis là. Ceux qui n'ont pas fait les prisons ici, là, il faut lever les mains. Nous sommes tous des anciens prisonniers. On ne le fait pas parce que nous voulons absolument le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté ce supplice parce qu'il veut absolument le pouvoir. Il a fait pour que vous ayez le droit, un jour, le droit que vous avez aujourd'hui de poser une question à une autre personne et puis donner une opinion contraire à ce qui se disait en son temps. Ça lui a valu tous les supplices qu'il a. Jusqu'à l'envoyer là où personne ne pensait qu'on pouvait envoyer, un Africain pouvait envoyer un autre Africain là-bas. Il est revenu. Nous sommes des gens de la lutte.
Nous sommes le fruit du combat politique. Nous n'avons jamais rien eu gratuitement. Nous nous battons. La date de naissance. Alors, officiellement, sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, il est né le 1er janvier 1945. Les documents officiels du président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. OK? Voilà. Il n'est pas né vert. Non, je rappelle que sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, sur son extrait de naissance du président Laurent Gbagbo, on a eu le même problème en 2010. Ça a commencé à faire, je sais, le document officiel. En tout cas, c'est quoi? Ouragayo, non? C'est chez vous là-bas. La sous-préfecture de Ouragayo qui a établi, où il a établi son extrait de naissance, a mis dessus qu'il est né le 1er janvier 1945. Il y a eu certainement une erreur, il n'a pas voulu faire un acte d'individualité, il a vécu avec, ce n'est pas nouveau, sur tous ses diplômes, ce qui est mis là-dessus. Voilà. Ça arrive, il y a des situations comme ça, où on met, l'état civil fait une erreur, la personne s'en accommode, et puis elle vit avec. Il n'a pas besoin de faire un acte d'individualité. Il est effectivement né le 31 mai 1945, mais à l'état civil, quand il allait établir l'état civil, je ne sais pas si ce jour-là, le BT avait un problème, à l'état civil, il avait un problème, je ne sais pas si ce jour-là, il avait un problème, il a écrit 1er janvier 1945. Le monsieur est allé à l'école avec, il a fait ses diplômes à l'école avec. Ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Voilà. Voici pourquoi vous comprenez. Ce n'est pas une erreur. En fait, de son fait, il subit une erreur et il vit avec. OK? Parce que pour courir, il faut faire un acte d'individualité, il faut reprendre les diplômes, les trucs, à part qu'à 80 ans, il va... Alors, nous ne savons pas quels sont les éléments constitutifs du dossier de la candidate Simone Eivé. Nous supposons que le Conseil constitutionnel, elle a dû verser au soutien de son dossier une autorisation soit du président Laurent Gbagbo lui-même, soit d'une décision judiciaire qui l'autorise à garder le nom. Ce sont les deux conditions. Lorsqu'il y a un divorce dans le pays, je ne fais que rappeler la loi. La loi dit ceci de façon simple, que la femme, le principe, parce qu'une disposition légale, il y a toujours un principe et une exception. Le principe, la femme en Côte d'Ivoire, quand elle divorce, elle perd automatiquement le bénéfice du nom de son époux. Exceptionnellement, elle peut demander à son époux, à son ancien époux, de garder le nom s'il est établi que le changement de nom lui poserait un préjudice. J'explique simplement. La femme de Dano Djedje s'appelle Dano Djedje, elle est pharmacienne. Si sa pharmacie s'appelait pharmacie Dano, Djedje ou Dano, et qu'effectivement, pour une raison ou une autre, vous venez changer le nom pour dire, comme heureusement, ce n'est pas le bon exemple, mais heureusement, il n'a pas qu'à pour faire ça. Non, il arrive. Il arrive. Il n'a pas qu'à pour faire ça. Mais, de façon claire, elle peut dire non, si je change le nom, il y a un préjudice sur mon commerce. Il demande donc à son époux, je vais garder le nom pour ne pas que j'ai un préjudice. Son mari donne une autorisation expresse. Si celui-ci refuse, elle peut saisir le conseil, le juge, et le juge, dans ces conditions, vu les arguments avancés, peut obliger son mari
à lui concéder le nom par une décision judiciaire, elle continue de porter le nom de son ancien mari. Nous supposons que le Conseil constitutionnel a toutes ces données. Ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Nous nous en tenons seulement à ce que la loi dit et nous avons rappelé ce que la loi lui dit. Je suppose que le président Gbagbo a dû lui donner un nom ou bien on n'en sait rien. Donc pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de regarder dans son dossier et de décider en connaissance de cause. Mot d'ordre. Le mot d'ordre, s'il n'y a pas... On vous a dit tout à l'heure, notre parti est organisé. Il y a l'exécutif, le président exécutif est là, il a le secrétariat, il a toute une structure, ils vont se réunir. Mais ce que nous disons est clair. Le président Laurent Gbagbo a donné les instructions claires le 16 août dernier. Lui, il en a fini pour lui. Il a fini son travail. Le reste là, ceux qui doivent, nous qui devons mettre ça en musique, c'est à nous que cela appartient, incombe. C'est à nous que ça incombe. Et c'est pourquoi on vous a dit que la direction du parti vous donnera des mots d'ordre clairs par rapport à ça. Si pour cela, alors tout à l'heure, Alerte Info dit que le jeune homme a appelé, qui a été arrêté, a appelé à la... Madame, vous êtes journaliste, elle est là? Je voudrais voir, madame. Je vous souhaite une très bonne carrière de journaliste, madame. Vous avez décidé de faire cette carrière-là, elle est risquée. Mais ceux qui vous font courir le risque, là, ils justifient ça toujours. Hein. Vous savez combien de personnes ont été tuées, journalistes ont été tués dans la bande de Gaza? Mais ceux qui les tuent disent que c'est parce qu'ils estiment que c'est des terroristes. Madame, quelles que soient les raisons, n'acceptez jamais qu'au nom de votre opinion, on arrête l'un de l'autre. Quelles qu'en soient les raisons, madame. C'est un conseil pour vous, parce que vous avez décidé d'être journaliste, donc d'avoir votre opinion. Et dans Côte d'Ivoire, l'opinion peut être tout ce qu'on veut. Mais arrêter quelqu'un pour son opinion, c'est contraire à la Constitution. Madame. N'acceptez jamais ça. Quel que soit le bord que vous pouvez défendre. Ce qui nous unit, c'est la République. Ce qui nous unit, c'est la République. Et j'ai été heureux que dès que je suis arrivé, les premiers journalistes qui m'ont abordé se sont inquiétés. Parce qu'ils se disent que c'est l'un des nôtres. Maintenant, qu'est-ce que le PPACI propose? Madame, nous sommes le seul parti, je vois que j'ai très jeune, mais depuis 1990, le président Laurent Gbagbo, chaque 5 ans, fait sortir un programme qu'il met à la disposition des Ivoiriens. Je veux faire ça, 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 ça pour vous. Il est le seul. Voici, madame, le programme du gouvernement du président Laurent Gbagbo, PPACI. Dedans, il y a tout. Tout à l'heure, si vous voulez, vous allez vous en occuper. Il y a tout dedans. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on en finisse avec l'infantilisation du débat politique. Et qu'on aille à la politique au lieu de nous retenir par des choses inutiles. Si nous n'étions pas en train de nous battre pour des choses inutiles, parce que quelqu'un veut absolument garder le pouvoir, vaille que vaille, nous serions peut-être sur vos plateaux en train de discuter de nos idées. Nous serions en train de faire ça, madame. C'est pourquoi nous nous battrions. C'est pourquoi nous continuons de nous battre dans ce pays-là. Pour que vous, quand vous êtes de notre âge,
vous ne connaissez pas ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Et qui a avalé à ce monsieur qu'on est envoyé à la CPI à 65 ans, dans les pires conditions de la vie. C'est pour que vous soyez libres et qu'on fasse la politique autrement dans ce pays. Sans la violence, rien que dans les échanges d'idées. J'ai l'habitude de dire, c'est mon professeur, presque plus à l'ENA ou à l'université, qui disait, professeur, la diplomatie ne s'occupe jamais des cendres froides. La diplomatie ne s'occupe pas des cendres froides. Attendez, les gens, ils ont l'Ukraine, ils ont Gaza, ils ont Trump qui est en train de parcourir toutes les mers avec ses armes nucléaires au dos. On ne sait pas à quel moment il va lancer une puis l'autre. C'est toi qui as un problème. C'est la façon dont tu abordes ton problème que la communauté internationale vient. Si nous sommes assis et que pour nous, bon, nous capitulons, oh, mais ils ont trop d'autres choses à faire. Quand Rosa Parks s'est levée, elle a refusé. Les États-Unis sont allés où ils sont allés. Et le monde a dit, attention, ça se passe de l'autre côté. C'est la même chose. Il a fallu que Nelson Mandela et ses camarades aillent en prison dans des conditions. Parce que les Noirs sud-africains ont refusé l'inacceptable, qui était légal. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui est légal n'est pas juste. Tout ce qui est légal n'est pas juste. Parce que l'injustice dans une république se construit toujours à partir des lois. Donc c'est légal. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, sur la question de la communauté internationale, le Comité des droits de l'homme a fait une recommandation très forte à l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons veiller à ce que l'État de Côte d'Ivoire applique ça. C'est notre responsabilité. N'attendez pas la communauté internationale qui a déjà suffisamment de situations compliquées de venir dans une situation où elle se dit tout est bon, normal. Si nous-mêmes nous admettons que tout est normal et que nous ne disons pas que tout n'est pas normal, ben eux, ils diront que tout est normal là-bas. Donc c'est notre responsabilité, M. Dan. Voilà ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, vous savez, nous avons décidé de faire la politique. Et nous avons décidé de suivre quelqu'un qui incarne pour nous de grandes valeurs. Au-delà du fait qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, né le 31 mai à Mama, de Koudou Paul et de Marguerite Gador, c'est ce qu'il mène comme combat qui fait que nous sommes derrière lui. Parce que il nous a donné le goût du combat qui va au-delà de nos propres intérêts immédiats. Notre pays est à la croisée des chemins. Il faut que nous mettions fin à la violence et à la terreur politique dans ce pays. Nous n'avons pas d'armes et jamais nous n'en prendrons. Parce que ce pays, nous l'aimons. Et jamais nous serons dans une telle aventure. Parce que pour nous, elle ne conduit pas toujours au bon résultat. Nous appelons toujours à parler. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est parce que nous connaissons notre force que nous souhaitons ne pas avoir à la déployer de cette façon-là.
Le monde a vu, entier a vu la foule le 9 août dernier. Le monde a vu la foule le 16 août dernier. C'est certainement peut-être moins que le 10e de la foule mécontente de la Côte d'Ivoire. Nous ne demandons qu'une seule chose, que le régime RHDP écoute la voix étouffante, non la voix étouffée de ce monde. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune force dans une république qui soit au-dessus de la volonté populaire. C'est un conseil que je leur donne. C'est un appel qu'on leur lance. C'est un conseil qu'on leur donne. La responsabilité de la paix relève d'eux. Mais la paix ne se fait pas toujours avec les armes. La paix avec les armes atteint ses limites. Eux d'ici, et je voudrais terminer par là, nous leur disons que la paix avec les armes a atteint ses limites en Côte d'Ivoire et le peuple leur a dit le 9 août et il leur a dit le 16 août. Nous leur demandons tout simplement d'en tirer toutes les leçons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le PACI, le docteur Koné Katina a tenu une conférence pour donner la position du PPACI sur les élections présidentielles qui arrivent, le dépôt des candidatures dont nous avons 60, mais aussi se prononcer sur l'enlèvement du camarade Ziggy Ibrahim et répondre bien évidemment aux questions partisanes de certains journalistes RDR, mais aussi aux questions simplement des journalistes. Il faut que ce soit clair. Le PPACI se donnera tous les moyens légaux pour contester toute forme d'injustice face à cette élection présidentielle. Qu'entendons-nous par moyen légal? Le moyen légal le plus sûr, le plus connu de tout ce que donne la Constitution ivoirienne, mais bien évidemment, c'est de manifester pour apporter son opposition face à une décision de justice. Quand bien même légal resterait injuste, vous pouvez dénoncer cela. Quand même légal et juste, vous pouvez quand même la dénoncer par la voie de manifestation. Donc, le PPACI a déjà, à mon sens, utilisé toutes les voies possibles pour trouver une solution paisible. À l'approche des élections, il n'y aura plus de voies à trouver. Madame Chantal Nanaba Camara a donc le soin aujourd'hui de dire le droit. Si elle ose ne pas dire le droit, la bagarre va se mener. Ça, c'est la vérité. Mais ce n'est pas une bagarre armée, parce que le PPACI se positionne en un parti qui aime la Côte d'Ivoire profondément. En un parti qui ne peut jamais porter les armes contre les Ivoiriens. Sinon, qui va perdre? Si le PPACI porte les armes, mais c'est encore le PPACI qui va perdre, parce que le PPACI, c'est la Côte d'Ivoire. Le PPACI, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le RDR qui n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le RDR, hier, a trouvé juste de porter les armes contre la Côte d'Ivoire, parce qu'il savait que c'était mieux de perdre. Imaginons un seul instant. Deux femmes qui disent avoir le même enfant. Voici à supposer cet enfant ici. Et les deux femmes disent que c'est leur enfant. Et donc, une arrête les mains, une arrête les pieds. Et ils se discutent l'enfant. Dans les conditions de la discussion de l'enfant, il est fort probable qu'il soit coupé en deux. Et une de ces deux femmes va donc décider de lâcher du lest. Et va dire, ça va, tu peux partir avec l'enfant. Celle-là qui a lâché l'enfant est probablement la mère biologique de l'enfant. Parce qu'elle sait que si elle continue à tirer, alors c'est son enfant qui passera. Elle préfère lâcher. Quand bien même elle perdra son enfant, peut-être un moment, elle préfère lâcher. C'est ça. Mais M. Alassane Ouattara et son RDR, alors qu'ils étaient en train de tirer sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Le président Babo a lâché. Il est parti sur toutes les tables de négociation pour trouver des compromis. Il est même allé jusqu'à demander le recomptage des voix. M. Ouattara n'a pas lâché. Il n'a pas lâché parce que la Côte d'Ivoire n'était pas son enfant. Et donc lui pouvait tirer aussi longtemps que possible, quitte à perdre.
C'est-à-dire, quitte à voir toute la Côte d'Ivoire perdre. C'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons vécu. Il faut donc savoir que c'est toujours celle qui aime profondément l'enfant qui lâchera la première. Parce qu'elle sait qu'en tirant, c'est son enfant qui va mourir. Celle en face va tirer du plus profond de son cœur. Parce qu'elle s'en fout de voir l'enfant déchiré. Et c'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si le PPACI était comme Dramane, il y a longtemps que la Côte d'Ivoire serait à feu et à sang. Mais le Côte d'Ivoire, par sa volonté de vouloir la paix, par sa volonté de préserver des vies, est toujours allé sur la table de discussion, appeler la négociation, écrire, tout faire. C'est le parti au pouvoir qui refuse, dont les conséquences vont totalement les incomber. La team, voici donc la sortie du PPACI. Partagez ça massivement à vous, la team Genzen News. On se voit pour une autre vidéo.